Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence Petite Enfance que la mairie du 14e arrondissement organise depuis l'année dernière. Donc, on reprend ce nouveau cycle de conférences sur des sujets qui intéressent les parents, que ce soit avant la naissance de l'enfant, après la naissance de l'enfant, pour vous donner les outils en toute bienveillance, bien sûr, pour faire grandir le plus possible et dans les meilleures conditions vos enfants. Et donc aujourd'hui, la conférence est consacrée à l'allaitement. Et donc elle est intitulée Préparer et gérer au mieux sans allaitement. Donc, vous savez que c'est un sujet évidemment qui est essentiel, hein, la question de l'alimentation, l'allaitement aussi qui est revenu aussi ces dernières années, peut-être une dizaine d'années de manière beaucoup plus forte par rapport à la génération, je pense, de nos mamans par exemple. Alors, je suis pas très jeune, hein, mais quand même, par les années 60, 90, hein, donc Madame nous le dira. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Madame Marilyn Vildina, qui est déjà venue, qui nous a déjà fait le plaisir de venir nous présenter sur différentes thématiques des conférences l'an dernier, qui ont été très appréciées. Donc, Madame Vildina, vous êtes infirmière puéricultrice depuis 2006. Vous exercez en maternité, néonatologie, protection de l'enfance, et vous êtes aussi enseignante auprès des personnels de santé sur ces thématiques-là. Vous Oui. avez obtenu aussi un diplôme universitaire intitulé Le psychisme face à la naissance et le diplôme universitaire en lactation humaine, allaitement maternel. Et donc, vous êtes aussi spécialisé, entre autres, sur les questions de santé environnementale, puisque vous vous intéressez aussi à la question de l'alimentation en lien aussi avec l'environnement. Et vous êtes fondatrice aussi de Naissance parentale et vous accompagnez les futurs parents sur les sujets de périnatalité. Donc, on va vous laisser la main. Vous pourrez partager votre écran pour une grosseur, on va dire, de conférence. Alors, je dis aux parents, ici plutôt les mamans qui sont connectées, mais aussi les autres parents qui peuvent aussi qui peuvent revoir cette conférence comme les autres sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Donc, n'hésitez pas aussi à faire connaître autour de vous ces conférences-là et à partager voilà, auprès de votre entourage, vos amis, vos collègues, vos familles, parce que évidemment, le but, c'est un but pédagogique et que la connaissance se déploie le plus largement possible. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup en tout cas d'être là encore, Marie. Merci, Monsieur Bouabbas. Je suis ravie de revenir pour justement animer la thématique de l'allaitement maternel. Nous allons rester 1 heure et demie ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Je voudrais vraiment que ce soit un moment d'interaction, d'échange avec une bonne dynamique pour que vous puissiez avoir justement le B à bas, en tout cas, de l'allaitement maternel pour que vous ayez un choix éclairé sur cette thématique essentielle qui est l'alimentation du tout petit. Je voudrais rajouter qu'il y a aussi d'autres ateliers autour de la diversification alimentaire qui vont être proposés par la mairie du 14e en binôme avec une nutritionniste diététicienne. Sur ce, commençons. Je voudrais d'abord vous dire que l'allaitement maternel, c'est aussi la culture. Comme disait Monsieur Bouabbas, l'allaitement maternel va avoir justement une influence autour de la politique, autour de l'histoire familiale, autour aussi du médical. Donc, l'allaitement maternel est avant tout un choix intime, personnel, voire même privé, mais bizarrement qui est aussi de santé publique. Alors, déjà, l'allaitement maternel, quand on parle de choix éclairé, il faut déjà se poser la question, comment déjà j'envisage ce projet? Oui, l'allaitement maternel est un projet donc intime, mais aussi un projet de couple. Le parent et le coparent va pouvoir donc aider justement à l'allaitement maternel. J'aimerais aussi dire qu'il y a différents types d'allaitement maternel, on va le voir plus tard. L'allaitement maternel exclusif, donc sans ajout de lait infantile, donc artificiel. On a l'allaitement mixte, qui est donc l'allaitement maternel et ajout de biberon. Et on peut justement tirer aussi son lait, donc donner le sein et donner un biberon de lait qu'on a tiré. Donc il y a plusieurs propositions autour de l'allaitement maternel. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de physiologie, un petit peu justement aussi de comment on s'organise lorsque nous avons un nourrisson et qu'on doit l'allaiter. J'aimerais aussi rajouter que nous allons parler du sevrage, donc c'est-à-dire on va arrêter l'allaitement maternel progressivement
et aussi les clés de compréhension autour de l'allaitement et la reprise professionnelle. Car aujourd'hui, on peut très bien continuer l'allaitement maternel, même si son enfant est accueilli en mode d'accueil. D'ailleurs, vous avez des fascicules et des documents qui s'appellent Allaiter en crèche, c'est possible. Vous pouvez donner votre lait et ce document est sur pmiparis.fr. Alors, on reprend. Je vais vous proposer un document qui est accessible dans les maternités et aussi dans les PMI qui s'appelle le guide de l'allaitement maternel. Alors, je vais faire un partage d'écran. Grâce à ce document, vous pourrez en fait bénéficier de connaissances basiques et pouvoir justement allaiter en toute sérénité votre bébé. Alors, je vois qu'il y a du monde aujourd'hui. Je répète encore, n'hésitez pas justement à m'interrompre pour que cet atelier soit dynamique. Alors, déjà, je voudrais vous parler du début de l'allaitement maternel. Ce qu'il faut comprendre physiologiquement, c'est que finalement, au dernier trimestre de grossesse, tout est prêt pour justement que la femme puisse allaiter. Oui, 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 la nature est très bien faite. Donc, à partir de là, j'entends beaucoup de questions. Est-ce que je vais avoir assez de lait? Est-ce que je pourrais allaiter deux enfants, voire dans des cas exceptionnels, trois enfants? Eh bien, je dis oui, c'est possible. Et on va voir ensemble pourquoi. Alors, hop, on va partager ensemble le document. On partage. Voilà. Comme vous voyez, vous avez ce document gratuit qui est téléchargeable. Vous tapez sur Google le guide de l'allaitement maternel, Santé publique France, et vous avez ce document qui vient juste d'être réactualisé en 2023. À partir de ce document, nous pourrons justement échanger sur cette thématique. Alors, j'ai parlé de projet d'allaitement. Donc, faut-il justement se préparer à l'allaitement maternel? Je dirais que oui, c'est-à-dire bénéficier de professionnels de la santé spécialisés sur l'allaitement maternel va pouvoir justement vous aider, vous accompagner justement sur cette aventure que j'appelle l'aventure lactée. Alors, quels sont les professionnels qui peuvent vous accompagner autour de l'allaitement? Il y a déjà donc votre sage-femme, ainsi qu'à la maternité et aussi dans les services de protection maternelle et infantile, les auxiliaires de puériculture, ainsi que les infirmières puéricultrices. Vous avez aussi, dans ce qu'on appelle la santé-ville, hein, dans le cadre libéral, vous avez des consultantes en lactation qui ont, comme moi, un diplôme universitaire en lactation humaine, allaitement maternel, ou qui ont passé l'examen qui s'appelle IBCLC. Vous avez aussi une plateforme qui s'appelle SOS Allaitement, une plateforme téléphonique gratuite. Nous en parlerons à la fin. Donc, c'est une plateforme téléphonique gratuite où vous pouvez appeler, donc que ce soit le week-end et en semaine, et donc des écoutantes spécialisées en allaitement pourront répondre à vos questions. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré. Et j'ose dire aussi que votre entourage familial, votre entourage amical peut aussi vous aider et vous accompagner sur votre allaitement. Et j'ai bien dit votre allaitement, puisque c'est en fonction de votre organisation personnelle, de votre organisation professionnelle, que vous allez justement faire un allaitement qui vous convient. Je disais que l'allaitement maternel a des bénéfices aussi bien pour le bébé que pour la maman. Alors, il faut savoir que ce lait maternel va se transformer en fonction de l'âge et de la croissance de votre bébé. En gros, je suis en train de vous dire que si vous allaitez votre enfant à 3 jours de vie, ce lait, cette formule, en fait, sera différente lorsqu'il aura 3 mois, 6 mois, 1 an, voire même 2 ans si des femmes souhaitent allaiter sur du long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lait maternel favorise pour le bébé une bonne digestion. C'est très digeste. Donc, on va vous parler souvent de coliques, de douleurs au ventre, etc. L'allaitement maternel est totalement adapté pour le petit homme, le nourrisson. Donc, comme je disais aussi, donc le lait maternel évolue constamment selon la croissance de l'enfant. Il faut savoir aussi que l'allaitement maternel, c'est gratuit et c'est à bonne température et surtout accessible et disponible de manière spontanée. Le rêve, n'est-ce pas, quand on se lève à 4 heures du matin pour pouvoir en fait nourrir son enfant. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, nous avons aussi cette odeur qui va être reconnue par l'enfant, puisque effectivement, l'odorat est décuplé à la naissance et pour que la transition
entre la vie intra-utérine et extra-utérine puisse se faire de manière sereine et paisible, cette odeur, en fait, que l'enfant reconnaît à travers le lait, va pouvoir justement donc l'apaiser. C'est important aussi de comprendre que l'allaitement maternel est aussi une protection contre les allergies et aussi prévient l'obésité infantile. On voit aussi que la recherche scientifique aujourd'hui nous explique que l'allaitement maternel est une protection contre le développement de l'asthme, voire même le diabète. Concernant les bénéfices pour la maman, donc l'allaitement maternel diminue le risque de certains cancers, comme le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Il est aussi à préciser que l'allaitement diminue le risque d'hypertension ainsi que le diabète pour la maman. Suite en fait à l'accouchement, l'allaitement maternel va justement, le fait que l'enfant va téter au sein, va sucer le mamelon, ça va accélérer en fait les contractions de l'utérus, qui va permettre à ce que l'utérus reprenne en fait sa position donc initiale. Voilà. C'est-à-dire que l'allaitement maternel depuis tout temps était justement préconisé pour la santé de la mère aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allaitement maternel, c'est aussi une découverte, justement, des capacités, des compétences de la mère sur ce qu'elle peut donner, nourrir. Il n'y a pas que la nourriture, justement, autour de l'alimentation, j'appelle aussi la nourriture affective. Et donc, grâce à l'allaitement, mais aussi avec le biberon, on verra plus tard, il y aura justement cette symbiose, cette harmonie et cette découverte de cette femme qui devient mère et de ce bébé qui donc vient au monde. Vous avez donc dans ce fascicule plusieurs justement questions-réponses. Je vous laisserai justement lire donc ces questions. Est-ce que j'aurai assez de lait? Est-ce que mon lait est nourrissant? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que je peux prendre des médicaments? Etc. etc. Ce guide est extrêmement complet et va pouvoir justement répondre à la plupart des questions qu'on se pose autour de l'allaitement maternel. On reprend sur la physiologie. L'allaitement maternel. Donc, je disais que au dernier trimestre, le lait est quasiment prêt à accueillir justement le nourrisson pour pouvoir l'allaiter. Mais le premier lait qui sort, c'est pas du lait, ça s'appelle le colostrum. Alors, pendant 3 jours, le bébé va avoir du colostrum. Le colostrum, c'est un liquide qui est assez orangé parce qu'il est riche en bêta-carotène et qui a une valeur d'être un concentré en fait de protection antimicrobienne et immunologique. Voilà. C'est à une très petite quantité parce que l'estomac du nourrisson est très petit. Donc, l'auxiliaire de puériculture, la sage-femme, toute l'équipe pourront justement vous accompagner, faire cette fameuse première mise au sein en salle de naissance et vous verrez que pendant ces 3 jours de vie, il y aura le colostrum. Ce qu'il faut savoir concernant la fréquence de l'allaitement, on est sur les premières semaines de vie entre 8 à 12 tétées nutritives par 24 heures. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, je parle bien par 24 heures, donc de jour comme de nuit, selon justement le poids du bébé, selon son comportement, son attitude, on va être sur un minimum de 8 tétées nutritives. On va voir cette notion de tétée nutritive, pourquoi j'insiste sur ce mot nutritif, pendant 24 heures. Il est aussi important que l'enfant tète le jour que la nuit, car effectivement, le bébé, le nourrisson, ne sait pas encore faire la différence entre le jour et la nuit. Et je vous rappelle encore une fois que l'estomac du nourrisson est très petit. Donc, pour justement favoriser cette première mise au sein, il va être important aussi de comprendre qu'il y a certaines propositions pour que vous puissiez allaiter fréquemment sans que vous ayez mal au dos, sans être courbaturé, sans être fatigué. Alors, donc, bien s'installer, qu'est-ce que ça veut dire? S'installer confortablement, sans appui douloureux, sans tension dans les jambes. On va justement surélever légèrement en fait les jambes pour pouvoir, non, c'est pas un instant.
excusez-moi. Je disais que c'est important justement de bien s'installer, de trouver un fauteuil ou un canapé, mettre des oreillers sous ses bras, etc., de s'installer confortablement. C'est vrai que on pense que c'est l'allaitement en fait qui provoque une grande fatigabilité pour la mère, mais non, que nenni, que ça soit avec le biberon ou avec le sein, il y a une fatigabilité puisqu'il faut se dire qu'en postpartum, il faudra justement changer son organisation. On verra ça peut-être tout à l'heure. Donc, je disais bien s'installer, mais aussi et surtout bien installer le bébé. C'est ça la clé. Donc, à la salle de naissance, vous pouvez donc dire à la sage-femme et à l'équipe, je souhaite allaiter mon bébé, ce qu'on appelle l'ATT d'accueil, et regardez cette image, le bébé, justement, ouvre bien grand la bouche. Hein. Il prend aussi bien le mamelon qu'une partie de l'aréole. L'aréole, c'est le disque marron ou noir, selon son ethnicité, qui est un repère visuel pour le nourrisson. C'est-à-dire qu'il voit une cible. Il voit une cible, il ouvre la bouche, hop, c'est parti, go. Donc, l'objectif, c'est de bien installer le bébé. Donc, il ouvre bien grand la bouche et au début de cet allaitement, de ce contact, en fait, il va chercher. Donc, il va sentir le mamelon, il va respirer cette odeur, comme j'avais dit tout à l'heure, il va l'échouiller, il va tétouiller et à un moment, bam, il ouvre bien grand la bouche et là, on part. C'est parti. C'est important aussi sur l'installation, comme vous voyez sur ces photos. On voit justement qu'il y a ce corps à corps, qu'il y a ce ventre à ventre. Vous prenez votre bébé, vous le mettez contre vous, d'accord? Et on voit aussi qu'il y a, regardez, oreille, épaule, hanche dans le même axe. Oreille, épaule, hanche. C'est-à-dire que de dos, quand on voit cette femme allaitée, on ne voit pas le visage du bébé. Ça, c'est normal. Donc, on a plusieurs positions. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que le sein est bien dégagé. Donc, à la maternité et à la maison, prenez des vêtements amples, des bodys amples, des robes avec des larges décolletés pour que justement, vous puissiez justement présenter le sein de manière beaucoup plus efficace et spontanée. Vous voyez, là, nous avons aussi la position donc dite transat. On appelle aussi la position inclinée et aussi la position biological nurturing, puisque c'est la position la plus naturelle. L'habitude, en fait, en maternité, en salle de naissance, c'est cette position-là qu'on va vous proposer, puisque justement, vous n'avez pas à porter l'enfant. Et donc, l'enfant va être justement posé de cette manière-là, avec justement ce jeu de regard. Regardez encore, on n'a pas fini sur les positions. Hein. Vous voyez, cette position aussi allongée est très adéquate de jour comme de nuit. Je répète encore, corps à corps, ventre à ventre, oreille, épaule, hanche, dans le même alignement. Vous avez aussi la baguette de pain ou ballon de rugby. Vous voyez, donc il y a plein de positions, il y a vraiment qu'à choisir. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette notion de colostrum. Je vous disais que au début, vous avez ce premier lait qui est là donc, pendant 3 jours. Hein, l'enfant tète le mamelon et une partie de l'aréole. Donc, il va donc boire donc, le colostrum, hein, qui est riche, je vous disais, en fait, en anticorps, en protéines, hein, pendant 48 heures à 72 heures. Ben après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la montée laiteuse. Oui, oui, j'ai bien dit la montée laiteuse. C'est-à-dire que le cerveau a compris, le corps a compris, c'est parti, on ouvre les vannes et vous allez avoir un gonflement donc des seins, ce qu'on appelle un œdème. D'accord? Bon, vous allez sentir, hein, c'est pas genre oh, je sens quelque chose qui. Non, 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 vous allez sentir. Alors, il peut y avoir un petit peu de fièvre, hein, d'accord? Et donc, cette montée laiteuse qui va arriver le 3e jour, si vous avez une césarienne, ça va être décalé au 4e jour, à peu près. Et donc, c'est le lait mature, ce fameux lait blanc, d'accord? Et donc, en fait, va y avoir justement une préparation, c'est-à-dire une fabrication de lait qui est beaucoup plus progressive, beaucoup plus ressentie, d'accord? Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument
que le bébé tète. Il faut qu'il vide le sein. Plus le sein est vide, enfin, et plus le lait est éjecté, plus le sein est souple après la tétée, plus le lait va se fabriquer. C'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà pourquoi je disais que le nombre de tétées, la fréquence des tétées est minimum de 8 tétées par 24 heures. Vous allez entendre la notion de tétée à la demande. Voilà, on m'a dit, je donne le sein quand j'ai envie, de jour comme de nuit. Ah, j'entends bien. Cependant, parce que sinon vous allez faire ça toute la journée et ça va se transformer en 24 tétées par 24 heures. On ne voudrait pas ça, n'est-ce pas? Alors, à quel moment exactement donner le sein à son bébé? Alors, comme vous voyez sur la photo, on va regarder ce qu'on appelle les signes d'éveil calme. Pour que le bébé puisse téter sans être contrarié, entre guillemets, il faut justement regarder son bébé et surtout regarder les signes d'éveil. Il n'est pas préconisé d'attendre que l'enfant pleure pour lui donner le sein. Pourquoi? Parce que le fait que le bébé pleure, c'est le dernier signal pour dire bah, j'étais là, je t'ai montré que moi je voulais le sein, et puis tu ne l'as pas compris, donc je pleure. Alors que le bébé va vous montrer, le bébé est très intelligent, hein, dès le ventre de sa maman, il est très intelligent, il a des grandes capacités, et quand il arrive au monde, eh ben, il va déployer ses compétences. Le bébé va vous montrer des signes. Hein. Déjà, il est réveillé, parce que si le bébé est endormi, il ne voudra pas manger. Donc, je disais, le bébé est en éveil calme, vous voyez. Il fait des mouvements des yeux, des mouvements des lèvres, il tire la langue, il suce son poing. Et là, il vous dit, il faut que je mange. Et oui, il est en train de vous dire, il faut que je mange. Et c'est là où vous présentez justement le sein à votre bébé. D'accord? C'est très important de reconnaître ces signes-là, puisque justement, le sommeil du bébé est particulier, ainsi que le sommeil de la femme lactante. Voilà pourquoi, en fait, le bébé va dormir d'une certaine manière et il va se réveiller parce qu'il aura fini un si peu de sommeil et il sera tout à fait, en fait, préparé pour manger. Donc, c'est très important de regarder ces signes d'éveil. Je répète encore, un signe d'éveil calme. On n'attend pas que le bébé pleure pour lui donner le sein parce qu'il va être agité et ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Donc, comme je disais, il se réveille, il suce son poing, il tire la langue, il fait ce bruit-là comme ça. Donc, ça veut dire que là, il faut y aller, il faut lui présenter le sein. Donc, on a dit que les 3 premiers jours, nous avons donc le colostrum et nous avons le 3e jour, cette fameuse montée laiteuse où vraiment on continue justement, entre guillemets, ce calibrage de l'allaitement maternel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il tète, il faut qu'il vide le sein. Je répète, plus il vide le sein, même s'il reste un peu de lait résiduel, plus en fait le lait va se fabriquer. D'accord? Je voudrais qu'on revienne quand même sur la notion, encore une fois, de comment l'enfant est positionné. Si le bébé est bien positionné, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle les mamelons abîmés, ce qu'on appelle des crevasses. Les crevasses et les mamelons abîmés arrivent parce que le bébé est mal positionné et qu'il n'a pas ouvert grandement la bouche. C'est-à-dire qu'au lieu justement d'aspirer une partie du mamelon et de l'aréole, il va juste en fait sucer le bout du mamelon. Et c'est là où il peut y avoir le frottement de la langue sur le mamelon et c'est là où il peut y avoir des mamelons abîmés et donc des crevasses, c'est-à-dire une blessure du mamelon. Donc vraiment, cette notion de position est très importante. On continue sur la notion de physiologie, puisque combien de temps téter par 24 heures? Je répète encore, il n'y a pas, entre guillemets, de règle d'or, mais pour autant, il est important de vous donner, entre guillemets, un chemin, quand même, hein, parce que sinon, ça va être un petit peu complexe. Et donc, on parle de 8 à 12 tétés par 24 heures, avec un bébé qui est en état d'éveil calme. C'est très important. Alors, est-ce qu'on donne un sein? Est-ce qu'on donne les 2 seins? On va donner les 2 seins. Donc, les premières semaines de vie. Pourquoi? Puisque, en fait, déjà, ça va permettre à ce que le bébé ait une quantité de lait adéquate.
et aussi que les deux seins soient stimulés. Voilà pourquoi on va préconiser les deux seins au début de la vie autour des tétés. Alors oui, c'est vraiment une organisation, c'est vraiment même un don de soi. Et d'ailleurs, je fais une petite ellipse sur le don de lait. Alors effectivement, il y a des femmes en France qui généreusement, gratuitement donnent le lait, leur lait qu'elles ont tiré au lactarium. Voilà, il s'agit justement de ce qu'on appelle une banque de lait. Ce lait va être justement chauffé, donc pasteurisé, et il va être proposé soit sous forme liquide, soit sous forme lyophilisée, pour justement être redistribué dans les services de néonatologie, pour justement donc comment dire accompagner une alimentation beaucoup plus adéquate. Donc le lait humain peut être partagé et c'est donc même un acte essentiel pour la survie de certains nourrissons. Alors, je reprends sur la notion d'organisation autour de l'allaitement maternel, puisque je vous dis, c'est les deux seins, c'est 8 à 12 fois par 24 heures. Je vois qu'il y a une question. Je m'interromps. Alors, la Oui, question. pardon. Oui, dites-moi. Bon, moi j'ai eu deux enfants déjà, je les ai allaités tous les deux, et là je suis enceinte de la troisième. Et je me demandais, ils ont tous les deux mis un peu de temps à reprendre du poids après, Mhm. après la naissance. Et je me demandais, est-ce que le colostrum faisait que, bon, ça apporte des éléments essentiels, mais ça permet pas la reprise de poids. Est-ce que cette reprise de poids, elle est corrélée à la montée de lait? Euh, Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les enfants vont perdre du poids. C'est physiologique, cette perte de oui, poids. oui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le premier sel, les méconiums, qu'ils vont perdre. Il y a aussi le fait que le bébé soit dans un milieu à queue. Et là, quand il est dans un milieu aérien et gazeux, donc il va perdre du poids. Mais surtout, en fait, dès le dernier trimestre de la grossesse, surtout le dernier mois, il va prendre du gras. Donc, il va prendre du sucre. Et donc, comme je disais que la nature est bien faite, il est en capacité justement de, entre guillemets, tenir ces 2, 3 jours. D'accord. Alors, par contre, le bébé peut faire donc des hypoglycémies. C'est pour ça qu'on surveille les signes d'hypoglycémie. Un bébé peut faire, par exemple, un ictère, ce qu'on appelle la jaunisse. Il peut y avoir d'autres profils aussi qui fait que le bébé va devoir prendre toute son énergie, voire l'épuiser, et qu'on devra l'aider. Mais physiologiquement, en fait, le colostrum est tout à fait donc adapté pour ces 3 premiers jours de vie. Oui, pardon, je À, vous posais cette question parce que pour ma deuxième, on m'avait fait tirer mon lait mhm. pour accélérer la montée de lait. À combien de jours de vie? Ah bah, c'est ça dont je me rappelle pas, mais il me semblait que c'était assez tôt. Enfin, j'étais encore à la maternité. Oui. Alors, Euh, il faut savoir que le tire-lait, on va en parler après, il peut être utilisé pour différentes manières. Soit, surtout à la maternité, soit pour stimuler effectivement la lactation, d'accord? Que ça soit donc avant ou après la montée laiteuse, soit aussi parce que le bébé est séparé de la maman, peut-être qu'il est en service de néonatologie, et donc on veut justement qu'il bénéficie du colostrum et le plus rapidement possible en fait de ce lait maternel, donc on va utiliser donc le tire-lait. Il faut savoir que le poids du bébé, même si la perte de poids peut être physiologique, il est aussi intrinsèquement lié à la santé de ce bébé en question, mais aussi au processus d'accouchement. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? oui, merci. Alors, donc, je reprends la notion justement d'organisation. Je disais que l'ATT, donc c'est 24 heures sur 24, sur 8 à 12 TT par 24 heures, on donne les deux seins. Et surtout, la question, c'est comment on va s'installer. Ce qui est préconisé, c'est ce qui est préconisé, c'est justement que le berceau, le lit du bébé soit dans la même chambre parentale. On va vous donner un carnet de santé à la sortie de la maternité et utiliser ce carnet de santé puisqu'il est bourré d'informations sur l'allaitement, sur les premiers temps avec le bébé. Et effectivement, il est préconisé que le bébé puisse justement dormir dans son lit
dans la chambre parentale, ce qui va justement moins vous épuiser, c'est-à-dire justement de faire ce qu'on appelle s'élever, s'écoucher, prendre le bébé. Si le bébé est près de vous dans la chambre, ce sera aussi justement une facilité pour votre organisation. Alors, je parlais tout à l'heure de la notion de tétée nutritive, de tétée efficace. C'est très important puisque c'est la clé pour justement un allaitement de qualité. Comment savoir si son bébé est bien nourri? Alors déjà, je disais qu'il est en état d'éveil calme et surtout, en fait, il est bien réveillé, il est concentré, le rythme de la tétée est ample, régulière, il fait de longues salves, vous l'entendez presque, hein, vous voyez sa mâchoire bouger, hein, vous voyez qu'il déglutit hein, à chaque mouvement de succion. Ah oui, je voudrais vous dire aussi, ça c'est important de vous dire, euh, votre bébé est né, vous avez accouché, tout va bien. Et quelques jours, enfin peut-être 2 jours, 3 jours, hein, voilà. Quand vous donnez le sein à votre enfant, il peut y avoir encore des douleurs de contraction qu'on appelle des tranchées. Oui, ce mot est un peu... Bon, c'est pas la joie. Mais vous inquiétez pas, hein, de toute façon, vous avez à la maternité la possibilité d'avoir des antalgiques, mais je vous préviens quand même que quand vous allez allaiter votre bébé les premières heures et 2, 3 jours après, vous allez avoir cette sensation encore de contraction. Parce que la nature est bien faite, comme je disais au départ, c'est pour que l'utérus, grâce à la succion, puisqu'il y a une connexion physiologique chimique entre la succion, le cerveau et l'utérus, qui fait que l'utérus va retrouver cette tonicité et donc vous allez avoir ce qu'on appelle des douleurs de tranchée. Alors je reprends. Je disais que cet été efficace, hein, il faut vraiment comprendre qu'il y a comme une danse autour de l'allaitement, autour de la maman et du bébé. C'est-à-dire que il déclutit à chaque mouvement, il respire, voilà. On voit bien les mouvements des tempes et des oreilles. Sa joue ne se creuse pas, d'accord. Et surtout, vous, mesdames, vous allez pouvoir ressentir une sensation de soif, ce qui veut dire qu'il y a un bon transfert. D'accord. C'est-à-dire qu'au début de l'allaitement, vous sentez cette chaleur, voilà, en disant, bon, bah là, faut que j'allaite, hein, c'est un besoin, il va falloir que vous puissiez vider, justement, et que le lait soit éjecté, hein, c'est un besoin, hein, c'est pas comme si vous pouvez passer à côté, il va falloir, c'est physiologique. L'enfant, justement, boit, il mange, hein, il déglutit, et à la fin, vous allez avoir cette sensation de soif, et en fait, ce sein, en fait, justement, qui est, entre guillemets, moins plein, qui est un peu plus souple, un peu plus mou. Ça veut dire qu'il y a eu justement une notion de transfert de lait adéquate. Ce qu'il faudrait comprendre sur la tétée, la succion non nutritive, c'est la notion de tétouillage. Si le bébé tétouille, c'est qu'il ne mange pas. Et s'il tétouille, en fait, il frotte le mamelon avec sa langue et sa bouche, et en fait, ça peut, ce que je disais, abîmer le sein. D'accord? Donc, on est sur une notion déjà de proximité, proximité logistique où le lit, le berceau de l'enfant, même la nuit, est dans la chambre parentale. C'est une des recommandations proposées dans le carnet de santé et aussi avec les autres organismes de pédiatrie. L'autre chose, c'est que le sein est bien dégagé, accessible, hein, d'accord? Donc l'école roulée, c'est un peu compliqué pour proposer le sein. Je passe aussi la notion justement qu'on n'est pas dans l'obligation, voire même on n'a pas à essuyer ou à laver donc le mamelon à chaque tétée. Pourquoi? Parce que sur le mamelon, quand vous observez votre mamelon et surtout l'aréole, il y a des petits boutons, des petits points qu'on appelle des tubercules de Montgomery qui vont sécréter une huile, une graisse, pour que, en fait, quand l'enfant va sur le sein, ça fasse comme une espèce de ventouse. Et donc, en fait, cette graisse, cette huile naturelle qui est odorante, c'est pour ça que l'enfant se repère par le visuel avec ce disque, l'aréole qui est marron, qui est pigmenté, mais aussi par l'odeur en fait de cette huile, de cette graisse qui est sur le mamelon. On n'a pas besoin justement de laver ce mamelon à chaque tétée. Alors, la question surtout est est-ce que je vais avoir assez de lait? C'est une question qui est récurrente. Il faut savoir que, comme je le disais auparavant,
le lait est adapté au nourrisson en quantité et aussi en qualité. La plupart du temps, la question de il n'y a pas assez de lait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de tétés sur 24 heures. Si vous faites un allaitement avec des tétées fréquentes, normalement, il va y avoir assez de lait. Voilà. La notion aussi de la tétine va être abordée. Alors, il faut savoir que le nourrisson a justement ce besoin de succion. Ce besoin de succion va permettre pour lui d'avoir une sensation qu'il a déjà connue, puisque il suçait hein, au ventre de sa maman. Donc, ce sont des repères en fait qui vont être intéressants du point de vue de sa sécurité affective. Donc, ce besoin de succion est intéressant parce que ça va lui permettre justement de se rassembler, d'être plus serein, mais en même temps, ça va permettre à ce qu'il puisse téter régulièrement. Donc, lorsque vous proposez une tétine, alors que, en fait, il faut qu'il mange, il pourra justement mettre tout son effort pour sucer la tétine alors qu'il n'y a pas de lait. Et vos seins, en fait, ils attendent justement cette gymnastique, en fait, d'éjection de lait. C'est pour ça que les premiers temps, en fait, on ne préconise pas, en fait, la tétine. On va plutôt préconiser, encore une fois, la notion d'allaitement. Y a-t-il déjà des questions? On continue. Alors, les signes d'allaitement efficaces. Alors, c'est très important. N'oubliez pas aussi que donc, les séjours à la maternité sont maintenant de 3 jours à peu près, alors qu'à une époque, c'était 8 jours, hein, c'était le paradis. Maintenant, c'est de 3 jours. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une sage-femme qui pourra passer vous voir à la maison. Et surtout, il y a des centres de PMI, centres de protection maternelle et infantile. J'y ai travaillé 10 ans, donc je peux vous expliquer succinctement quelle est cette organisation. La PMI est ouverte de tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h30. Et vous allez bénéficier justement d'un accompagnement gratuit autour justement de la santé de votre enfant. Vous avez une équipe pluridisciplinaire, psychologue, pédiatre, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, psychomotricienne, qui pourront justement vous accompagner sur ce que j'appelle l'aventure de la parentalité. Et donc, justement, on vous préconisera, ce sera noté dans le carnet de santé, d'aller justement à la PMI pour avoir des consultations de puériculture, c'est-à-dire justement une fameuse pesée hein, pour voir comment l'enfant grandit, s'il a pris du poids, et surtout que l'équipe, donc les auxiliaires de puériculture et ou la puéricultrice, pourra répondre à vos questions sur le quotidien de votre nourrisson, et donc la question de l'alimentation, que ce soit biberon et allaitement, sera abordée. Donc n'hésitez pas d'aller sur paris.fr et de taper PMI, et vous pouvez voir en fait les PMI qui sont près de votre lieu d'habitation. De toute façon, on vous donnera un petit listing à la maternité qui sera dans le carnet de santé, et il y aura toutes les PMI en fait de Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est que les PMI ne sont pas forcément sectorisés, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de PMI. Alors, revenons. Les signes d'un allaitement efficace. Nous avons donc ce que j'appelais tout à l'heure la succion nutritive, ample et régulière. On a le comportement donc, du bébé, un bébé qui est éveillé, qui demande le sein spontanément, qui se réveille et qui mange 8 à 12 fois par 24 heures. Et on a aussi la notion justement d'élimination avec les urines et les selles. À remarquer que pour les selles, on est plus ou moins sur 3, voire 4, voire 5, voire 6 selles qui sont molles, légèrement liquides et granuleuses, et qui sont de couleur jaune. Les selles des nourrissons sont pigmentées, c'est jaune-orangé. D'accord? Et c'est très important. Vous avez d'ailleurs dans le carnet de santé une colorométrie des selles. Voilà. Donc, c'est important justement de comprendre que les selles d'un nourrisson sont pigmentées, elles ne doivent pas être blanches. C'est très important. Auquel cas, vous appelez la sage-femme, elle vous expliquera les démarches à faire. Vous avez la notion aussi d'urine. Alors, le premier temps, le bébé donc, urine énormément. Et on est sur 5 à 6 couches lourdes. J'ai dit lourdes, hein. Je n'ai pas couche sèche. Voilà, il a fait un petit pipi. Je veux des couches lourdes. C'est-à-dire que quand on jette ça dans la poubelle, là, on entend la poubelle. C'est lourd. D'accord?
Alors, ce qui doit donc vous rassurer, c'est donc votre bébé tète fréquemment de façon efficace, au moins 6 à 8 fois par 24 heures, en général le premier mois. On a cette fameuse déglutition lors de la tétée qui sont fréquentes et régulières. Et il dort ni trop peu, il pleure un petit peu, mais sans avoir faim, puisque quand un bébé pleure, c'est pas forcément que l'alimentation. Il y a bien d'autres besoins à satisfaire. On pourra le voir une prochaine fois. D'accord? Alors, ce qui doit aussi vous alerter, c'est important de connaître les signes qui sont positifs, mais il y a aussi des signes qui sont négatifs. Et je rappelle encore une fois que vous avez les centres de PMI qui sont accessibles pour vous, hein, qui sont justement des lieux du vivre ensemble, des lieux de quartier, des lieux hors ressources. Hein. Donc, n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas justement à aussi taper à la porte et on vous accueillera justement parce que c'est notre métier, c'est notre fonction de vous accueillir et de répondre à vos questions de manière optimale, efficace et professionnelle. Alors, je parlais de signes négatifs. Donc, les signes qui doivent vous alerter, ce sont les tétés qui sont rares. Moins de 5 tétés par jour, sans biberon, ce n'est pas suffisant. D'accord. Il y a aussi un bébé qui pleure tout le temps, et puis les tétés sont irrégulières. En fait, tous ces signes, un sein qui est douloureux. Alors, si le sein il est douloureux et qu'il est rouge, c'est parce que en fait, le sein n'a pas été vidé, l'enfant n'a pas tété suffisamment donc le sein pour justement assouplir, vider justement, entre guillemets, ce sein. D'accord. En tout cas, quoi qu'il arrive, comme vous connaissez votre bébé, s'il y a quoi que ce soit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous, justement, pouvez contacter votre pédiatre, hein, votre médecin traitant, vous pouvez contacter la PMI. Ici, c'est tard le soir. Vous pouvez aussi appeler le 15, c'est le SAMU, c'est une plateforme téléphonique de renseignement aussi médicale. Et la première chose que vous dites, mon bébé a combien de jours, je l'allaite, voici mes interrogations. Et ne vous inquiétez pas qu'on va vous donner un professionnel de santé très rapidement. Alors, je parlais de la notion d'hygiène. Alors, nul besoin de laver ses seins avant et après. Donc, une douche quotidienne est largement suffisante, parce que je vous disais encore une fois que sur donc, l'aréole, il y a justement ces glandes odorantes hein, qui va permettre justement de lubrifier, d'être un antiseptique naturel pour le bébé, un repère olfactif. Alors, il y a d'autres questions plus particulières sur la césarienne et d'autres problématiques. On va parler aussi des cas, des difficultés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de crevasse. Les crevasses, ce sont justement des blessures sur le mamelon. Les mamelons, c'est le bout du sein, qui est justement lié à une mauvaise position voilà, du bébé, de sa bouche et de son corps. Donc, pour faire une définition un peu plus théorique, les crevasses sont des coupures ou des gerçures sur le mamelon qui sont souvent très douloureuses. Elles sont dues principalement à une mauvaise position de la bouche du bébé avec une mauvaise prise au sein ou une succion incorrecte. Donc, si vous faites ce qui est proposé, que ce soit dans le document ou dans cet atelier, normalement, il n'y a pas de crevasse. D'accord? Alors, que faire? Eh bien, déjà, c'est important justement de revoir les positions, de voir une professionnelle, justement, de voir quand a débuté cette crevasse. Le lait aussi, vous pouvez laisser perler des gouttes de lait justement sur cette fameuse crevasse, puisque le lait a aussi une vertu en fait antiseptique aussi et ça guérit aussi les plaies. D'accord? Donc, on répète encore une fois, la position. Voilà, c'est la clé justement d'un allaitement idéal, sans douleur. Il n'y a pas forcément de crème qui soit, entre guillemets, démontrée comme 100% efficace. Oui, il y a des crèmes à base de miel médical, hein, j'insiste bien, miel médical qui a été purifié et adapté pour l'allaitement. Il y a aussi ce qu'on appelle de la graisse de laine, la lanoline, voilà, qui a été purifiée aussi, qu'on met sur les mamelons. Mais justement, la première prévention contre les crevasses, c'est la bonne position et c'est de laisser perler quelques gouttes de lait.
la notion de régurgitation, c'est un phénomène normal et fréquent. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les premières semaines, les premiers mois de vie, puisqu'après il y aura la diversification alimentaire à partir du quatrième mois, donc introduction d'alimentation hors que le lait. Mais en fait, le bébé boit du liquide toute la journée. Et surtout, en fait, on le positionne en position couchée. Et comme au-dessus de l'estomac, on a un muscle qui s'appelle le cardia, qui est un petit peu mou et qui doit se muscler, et donc il peut y avoir des régurgitations qui sont, je rappelle, un phénomène normal. Autre préoccupation qu'il peut y avoir autour de l'allaitement maternel, c'est ce fameux engorgement. Je vous avais dit que les 3 premiers jours, on a le colostrum, bam, 3e jour, montée laiteuse. D'accord? Donc ça, c'est un engorgement physiologique. Ça, on est au clair, le bébé tête. Mais il peut y avoir au long cours, donc tout au long de cette proposition d'allaitement, hein, il peut y avoir justement encore des engorgements. Pourquoi? Parce que c'est dû à une accumulation de lait. L'engorgement est une réaction de la glande mammaire à l'accumulation de lait. Le sein est gonflé et douloureux, rouge, brillant, d'accord? Et voir le mamelon est aplati. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va justement faire en sorte que le bébé tète. Et l'engorgement, c'est lié justement à un nombre insuffisant de tétées nutritives. Vous voyez? On est encore sur une notion d'offre et de demande. D'accord? Et c'est ça la physiologie de la lactation. D'accord? Donc, que faire? Et donc, il va falloir que que le bébé tète au sein, ou voire même se faire aider d'un tire-lait. Là, c'est très important de le comprendre. Donc, la seule prévention, c'est donner le sein sans limitation, mais avec justement les signes que je vous ai montrés par rapport à l'éveil calme du bébé. Alors, le retour à la maison, donc comme je disais, vous allez rester à peu près 3 jours à la maternité, ça passe très très vite. Ce sont 3 jours avec beaucoup d'émotions. Ce sont donc 3 jours avec beaucoup de professionnels qui vont justement vous donner des consignes, des informations, des préconisations. Et en fait, c'est aussi 3 jours d'épuisement. Vous allez être fatigué, hein, vous allez être entre guillemets en dette de sommeil, puisque vous allez être extasié face à votre bébé, ce qui est tout à fait normal. Et on va vous demander beaucoup de choses, le bain, etc., le soin du cordon, les vitamines, les patati patata. Donc c'est pour ça que je répète encore, la PMI est un allié justement sur justement les premiers jours de vie avec votre bébé. Alors, entourez-vous, retour à la maison, on parle donc du postpartum et de l'allaitement. Le postpartum, c'est après l'accouchement, qu'on appelle le mois d'or, voire même le 4e trimestre de grossesse, donc puisque la mère et le père donc, se transforment et élaborent donc, concrètement leur parentalité. C'est important, effectivement, de se faire entourer, d'avoir justement des gens qui vont être euh, vos personnes qui vont justement vous donner justement ce qu'on appelle la culture, justement. Vous faites la culture avec votre bébé et l'entourage vous aide à faire cette culture parentale. Et donc l'allaitement, justement, est vraiment un des piliers de cette culture autour de la maternité. Et donc, par exemple, il y aura une mamie, une tante, une sœur, une cousine, une voisine qui va vous faire une soupe spéciale parce que cette soupe-là, et ben, en fait, ça permet justement à ce que la maman ait beaucoup de lait et qu'il puisse reprendre des forces, par exemple. Ça va être, par exemple, une personne qui va vous passer un petit coup de fil de temps en temps pour vous demander comment ça va. Voilà. Alors, il faut savoir que plus vous êtes sereine, moins vous êtes stressée, plus ça va favoriser une bonne lactation. Alors, on me dit, Marie-Lynn, qu'est-ce que tu me racontes? Je viens d'avoir un bébé, je suis stressée, c'est normal. Oui, mais en même temps, c'est important justement, grâce à cet étayage, grâce à cet entourage, de faire diminuer ce qu'on appelle l'anxiété. C'est très important. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre le haut là. Si à un moment, il y a trop de monde, bah, vous dites, il y a trop de monde, j'ai besoin de me reposer. Alors, je voulais parler aussi de la notion du sommeil de la femme qui allaite. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand votre bébé dort, essayez aussi de faire une petite sieste. C'est très important pour récupérer. D'accord? Puisque comme je vous le disais, vous allez allaiter de jour comme de nuit. Donc, c'est important aussi d'avoir, entre guillemets, ces moments de sieste, que ça soit de jour comme de nuit. Donc, quand votre bébé dort, voilà, vous laissez le ménage, vous lâchez, il va falloir lâcher sur quelque chose. Hein. On lâche le ménage,
Et on dort ou on mange. Voilà. On dort, on mange, on allait. Alors, c'est important aussi de voir votre partenaire, donc le père, le coparent, comme un allié aussi donc, autour de l'allaitement maternel, puisque le papa, le coparent, alors peut donner les bains, changer les couches, il peut bercer le bébé, masser le bébé, faire une petite promenade avec le bébé, faire les courses, faire le ménage. Il peut faire plein de choses en dehors justement de la notion de nourrissage au biberon. Alors, je voudrais reprendre aussi la notion de fratrie. Donc, Madame disait que justement, il y a des frères et des sœurs. C'est important aussi, par exemple, que le papa, le coparent puisse prendre ce relais, donner des explications sur la symbolique de la famille, grand frère, grande sœur, voire même prendre un petit cadeau aussi pour les grands frères et les grandes sœurs pour qu'ils se sentent aussi justement investis dans l'élargissement de la famille. Ce qui est important aussi de comprendre concernant le partenaire de vie, c'est que il est important de comprendre aussi que le père, par rapport à l'allaitement aussi, peut vraiment vous aider. N'hésitez pas à lui en parler, n'hésitez pas justement à le voir aussi comme une personne qui pourra vraiment vous écouter au quotidien. Alors, la tétée de nuit, il faudrait qu'on en reparle, et parce que j'insiste, parce que c'est très important. Il faut savoir aussi, hop là, qu'à titre indicatif, à la fin du premier mois, votre bébé boit en moyenne 750 à 800 millilitres de lait par 24 heures. C'est énorme, n'est-ce pas? La tétée de nuit, voilà. Euh, dans votre ventre, donc votre bébé était nourri 24 heures sur 24. Et il faut savoir que le bébé a un rythme, d'accord? Et j'en ai parlé auparavant. Il est vivement conseillé d'allaiter la nuit pour déjà entretenir la fabrication du lait et surtout prévenir le risque d'engorgement, comme je l'ai notifié tout à l'heure, d'accord? Il y a aussi la notion de faciliter votre endormissement à vous, car les tétés ont un effet apaisant. D'accord? Donc, encore des recommandations. Donc, comment gérer au mieux les réveils nocturnes? Donc, placez le berceau de votre bébé près de vous. Apprenez à allaiter en position allongée et justement, profitez de faire des siestes dans la journée. C'est très important. Alors, je vais vous donner un autre document qui pourrait... des accessoires et le matériel quand même. Alors, on va vous parler de coussinets d'allaitement, de coquilles, même de coquillages, de bouts de sein en silicone, de soutien-gorge d'allaitement. Bon, concernant le soutien-gorge d'allaitement, il est bon de l'acheter plutôt, je n'ai pas dit la veille non plus de la date de votre accouchement, mais déjà d'acheter un soutien-gorge d'allaitement qui a une taille, voire même deux tailles, puisque votre sein va gonfler, va être plein de lait. Concernant les coussinets d'allaitement qui peuvent être lavables ou jetables, il permet d'éviter les taches. Oui, il peut y avoir en fait des éjections de lait intempestifs. Et donc, effectivement, ça peut effectivement tacher vos vêtements. Donc, quand vous avez un coussinet de lait, c'est pour justement protéger vos habits, votre soutien-gorge, et il est à changer quotidiennement. Vous avez aussi donc les coquillages d'allaitement. Ah, il y a une question. Pour information, mon bébé ne surveillait pas la nuit pendant ses 8 premiers mois. Cela a impliqué pour moi de tirer mon lait une fois par nuit pendant 2 à 3 mois afin de bien lancer et entretenir ma lactation. Oh, bah c'est super! Vous voyez, bah c'est super! Très bien! Ah, il ne se réveillait pas la nuit. Elle m'a dit donc, il mangeait bien le jour alors. Et vous tirez de lait la Faut nuit. croire. Ah ouais, quand Oui, même, hein? j'étais obligée de faire ça. Ah ouais! Alors, il ne se Bien réveillait pas repris. la nuit, il n'avait pas envie. Mais la nuit, Non, c'est c'est drôle. quoi pour vous? C'est de quelle heure à quelle heure? Ah, bah, c'était du coup, de 20... Bon, le premier mois, c'était plutôt la nuit du temps à se caler sur les horaires classiques, mais après, à la fin du premier mois, c'était 23 heures, 7 heures, jusqu'à 7 heures du Oh, matin. oui, quand Mm. même. Et Ouais. donc, vous aviez besoin donc, de tirer le lait la nuit, quoi.
Bah oui, enfin après, moi, Mm. ça ne m'engorgeait pas de pas le faire, parce qu'il y a eu quelques fois où je ne me suis pas réveillée, Mhm. et du coup, donc j'ai raté le tirage. Mais c'était Oui, plutôt sous les conseils d'une consultante oui. en lactation et en allaitement qu'on a vu pour Mhm. vraiment bien lancer, surtout pendant le premier mois et le Tout deuxième. à fait. Tout à Vraiment, fait. c'était impératif pour elle de tirer parce que Effectivement. le taux de prolactine est le plus élevé à la nuit, donc il fallait pas Tout à laisser fait. plus de 6 heures sans être sollicité, enfin, soit par une tétée, soit par un tirage. Exactement. C'est vraiment le calibrage de l'allaitement maternel. Mm, Tout à fait. Merci, Astrid. Merci pour cette information. je vous en Super. prie. On a aussi donc les bouts de sein en silicone. Alors, les bouts de sein en silicone, j'en ai pas, c'est dans le carton fond à gauche, je ferai autrement la prochaine fois. Alors, en fait, c'est comme si c'était un écran en silicone transparent qui a la forme du mamelon. Il y a plusieurs tailles et c'est préconisé soit parce que donc il y a des mamelons qui sont très plats, voire même ombiliqués, donc, ça va permettre justement à ce que virtuellement, en fait, l'enfant puisse justement s'appuyer pour avoir une prise et bien vider le sein. Ou c'est parce que justement, il y a des crevasses, donc c'est pour protéger le mamelon. Ou c'est parce que des fois, il y a des éjections de lait très, 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 très fort. Donc, dans ce cas-là, soit en fait, les premiers instants, en fait, on met en fait ce lait-là en fait sur un linge et après en fait on continue la tétée. Et si c'est très 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 fort, on peut de manière anecdotique utiliser ce bout de sein. Que pensez-vous des coquilles? Alors, les coquilles, bah, le truc avec les coquilles, c'est que, bah, étant donné que les coquilles, ça ressemble... c'est un matériel qui, justement, est posé sur le sein. Et en fait, ça permet aussi de recueillir le lait qui a perlé, en fait. Sauf que, comme en fait c'est en contact et que c'est dur, c'est en contact avec le sein, et ben ça stimule la lactation. Donc bon, bah, c'est un peu compliqué, hein. En général, elles servent à recueillir l'excès de lait. Cependant, certaines femmes peuvent voir leur production de lait augmenter. Bah oui, car l'aréole est stimulée en permanence. C'est-à-dire que vous mettez ça dans votre soutien-gorge d'allaitement, au quotidien, vous bougez, vous gesticulez. Et donc, du coup, ça va faire une micro-pression sur le sein. Et donc, en fait, le lait sort aussi. Voilà, donc il vaut mieux utiliser les coussinets qui sont en tissu ou en coton. Est-ce que ça vous convient? N'hésitez pas hein, à prendre la parole, hein. Hélène, n'hésitez pas, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va... Ah oui, je voulais vous expliquer que vous pouvez aussi allaiter, enfin continuer votre allaitement à la crèche. Je trouve le document et je vous le montre. Alors, hop, il est où mon document? Oui, c'est possible, vous pouvez tirer votre lait. Voilà, il est là le document. Vous pouvez le télécharger hein, aussi, hein. Hop, ah ben alors, ça bloque. J'y arrive plus, il y a un petit bug. C'est un document qui s'appelle Allaitement maternel à la crèche. L'entrée à la crèche n'est pas synonyme de sevrage. Et donc, c'est un document qui est accessible sur paris.fr. Et donc, vous avez trois propositions. Allaiter donc à la crèche. Voilà. Alors non, c'est pas celui-là. Hop. Vous avez allaiter à la crèche. Hop. Donner votre lait que vous avez tiré avec le tire-lait. Sinon, effectivement, vous pouvez justement donner la tétée du matin et du soir, et le reste de la journée, votre bébé a du lait infantile, du lait artificiel. Alors, on va parler un petit peu, bah, je ne sais pas pourquoi, non, c'est pas celui-là que je veux, mais c'est pas grave. On va parler aussi de la notion de sevrage. La notion de sevrage, c'est le fait petit à petit de remplacer une tétée par un biberon. Voilà, c'est ce mécanisme-là. Alors, il faut savoir que sevrer son enfant peut être complet ou partiel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien continuer à donner le sein le jour
le matin et en fin de soirée. Et il y a donc du lait artificiel, qu'on appelle aussi allaitement mixte. Et vous pouvez aussi vous dire que je souhaite justement arrêter l'allaitement, mais ça devra se faire de manière progressive. Pourquoi? Parce que déjà, c'est important que vous et votre bébé puissent comprendre que cette étape du sevrage doit se faire de manière euh, douce, de manière progressive, puisque le lien que vous avez eu pendant toutes ces semaines, voire même ces mois, vont justement vont changer, vont se moduler autrement. D'accord? Et donc, c'est important justement de faire comprendre à votre bébé, de lui parler que le sevrage, c'est une étape, une transformation comme une autre tout au long de la vie, et donc de remplacer donc, une tétée par un biberon, ainsi de suite, pour déjà éviter les engorgements et que ça soit plus facile pour vous. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça avec justement ce nouveau PowerPoint. Pourquoi allaiter? Parce que c'est bon pour le bébé, c'est bien pour la maman, c'est prêt et c'est gratuit. L'allaitement maternel, non, ça n'abîme pas les seins. Donc, si vous faites justement les bonnes positions, que le bébé ouvre bien grand la bouche, il n'y aura pas de crevasse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le temps, c'est la vieillesse qui fait que les seins, en fait, s'abîment. La notion de TT, ils disent 6 à 12 fois par 24 heures, je serais plutôt sur 8 à 12 fois par 24 heures, selon justement le gabarit et l'attitude, les comportements de votre enfant. Comment savoir si votre bébé a faim? Regardez-le, n'attendez pas qu'il pleure. Mouvement de bouche, il tête ses mains, il tourne la tête, il cherche le sein. Le lait maternel est suffisant, oui, c'est suffisant. Si à la maternité, on vous propose du lait artificiel, c'est soit que vous avez décidé de faire un allaitement mixte ou il y a des préconisations, un protocole selon la santé de votre bébé. Les positions pour allaiter, regardez-moi toutes ces positions. N'hésitez pas surtout à essayer cette position allongée, là, qui peuvent être salvatrices les moments où on est très, très, très fatigué. On a encore cette position, hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le menton qui est en contact d'abord avec le sein, puis le reste de la bouche. Comment savoir si j'ai assez de lait? Donc le poids, hein, cette fameuse pesée proposée une fois par semaine à la PMI. Et vous devez voir votre médecin traitant ou pédiatre les 15 premiers jours de vie après la naissance. La notion de 6 couches, voilà, de sel et d'urine, et ainsi que les fameuses tétées par 24 heures. Donc, effectivement, une fois par semaine, le premier mois, pesé et suivi possible à la PMI. Quand voir le docteur? Fièvre. Alors, la fièvre pour le nourrisson, c'est à partir de 38. Donc, vous appelez donc, le médecin, vous lui dites qu'est-ce qu'il en est. Si vous avez des douleurs au sein, ça peut être un engorgement ou voire même une mastite, il faut appeler le médecin et la sage-femme. Sein rouge aussi, hein, c'est important de ne pas rester seul et dès que vous avez une situation inconfortable ou douloureuse, de solliciter les professionnels de santé. Vous avez effectivement un bébé qui ne boit pas, j'ai pas dit, qui boit pas, c'est-à-dire qu'il a un comportement qui est changeant, c'est pas comme d'habitude. Un bébé qui vomit tout le temps. Je parlais de régurgitation qui est différent du vomissement par rapport en fait à la quantité. Et un bébé qui est toujours endormi, c'est pas son habitude. D'habitude, c'est un bébé qui est très éveillé. Vous voyez que son comportement est changeant. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter les professionnels de santé. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous assure. Ne vous dites pas, ah, non, mais c'est une question bête, je vais pas les embêter. Non, non, non. Vous posez toutes vos questions, je vous assure, il n'y a aucune question bête. Alors, peut-on manger de tout? Eh bien, c'est oui. Alors, il y a dans certaines cultures ou certaines grand-mères ou mamans qui me disent oui, pas trop des aliments forts comme les choux, comme les oignons, etc., etc. Bon, il y avait un colloque il y a quelques années avec une diététicienne nutritionniste et elle disait qu'il n'y avait pas, entre guillemets, de problématique sur l'alimentation. Vous avez des interdictions pendant la grossesse, mais dès que vous avez accouché, vous pouvez manger ce que vous voulez. Sushi, pâté, voilà.
Bien évidemment, on va aller sur la notion d'alcool. L'alcool n'est pas préconisé pendant l'allaitement. Si pour autant vous souhaitez voir une gorgée, il y a donc dans le guide de l'allaitement maternel la procédure à faire. En gros, il est, je répète, pas préconisé de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que en fait, ce que vous buvez va dans votre sang et ce qui va dans le sang va dans le lait maternel fabriqué à partir du sang, entre autres, des nutriments, quoi, en tout cas. Et donc, comme on ne sait pas la limite minimale qui peut impacter le nourrisson, et ben c'est pour ça qu'on ne préconise pas l'alcool pendant l'allaitement maternel. Alors, peut-on prendre des médicaments ou des plantes? Non, car il faut attendre l'avis médical. Donc, si vous avez des examens radio, scanner, IRM, vous allez chez le dentiste, ou quoi que ce soit, vous informez le professionnel que vous allaitez. À partir de là, il pourra moduler en fait la prescription et donc les médicaments en fonction de votre allaitement. Alors, effectivement, attention, concernant l'allaitement maternel, pas de tabac, pas d'autres drogues, pas de chicha, effectivement, pendant l'allaitement maternel, sachant que s'il y a ce genre donc, de situation, vous pouvez effectivement voir avec la sage-femme ou votre médecin traitant concernant un accompagnement au sevrage. Comment recueillir le lait? Alors, il y a différentes manières de recueillir le lait. On peut recueillir le lait de manière manuelle et on peut recueillir le lait avec un tire-lait. Le tire-lait, donc, la sage-femme ou votre médecin traitant peut vous donner une prescription de location de tire-lait. Vous avez donc la pharmacie qui loue des tire-laits et vous avez aussi donc Grandir Nature qui vendent qui louent des tire-laits au bout de 24 heures, vous avez votre tire-lait chez vous. Et vous avez aussi Natalis Service. Grandir Nature et Natalis Service. Alors, c'est important pour le tire-lait de comprendre que c'est d'abord votre bébé qui boit, puis vous tirez, entre guillemets, le surplus. Donc, vous pouvez utiliser le tire-lait après, effectivement, dans un biberon, dans ce qu'on appelle le lait de mère tiré. Vous faites chauffer le lait que vous avez tiré donc au bain-marie et non pas au micro-ondes, parce que déjà, le micro-ondes, c'est une chaleur qui est très très forte et qui peut modifier les valeurs nutritionnelles du lait donc, de mère, mais surtout, c'est pour éviter ce qu'on appelle les accidents domestiques à travers les brûlures. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit du lait que vous avez tiré ou du lait artificiel, toujours vérifier la température du lait. Concernant la conservation du lait, donc il est aussi indiqué dans le document qui s'appelle le guide de l'allaitement maternel. Nous avons donc 4 heures hors du frigidaire, 48 heures au frigo et 4 mois au congélateur. Oui, oui, oui. 4 mois au congélateur. J'ai dit oui, 4 mois au congélateur. Ça vous laisse vraiment le temps de vous organiser. Concernant justement le pot, le réceptacle qui va contenir le lait que vous avez tiré, vous pouvez utiliser des sachets de recueil de lait, les dater. Vraiment, la date et l'heure, c'est très important. Ou des pots de recueil de lait que vous trouvez sur Internet, en pharmacie ou voire même dans les grandes surfaces ou dans les lieux de puériculture spécialisés. Peut-on faire des démarches ou aller travailler en allaitant? Je vous avais dit donc oui, puisque donc à la crèche, il y a la possibilité d'allaiter son enfant à la crèche. N'hésitez pas d'en parler à la responsable, qui est puéricultrice ou JE, sur justement votre projet d'allaitement maternel qui se modifie selon vos objectifs et qui pourra justement vous dire comment fonctionne la crèche concernant la poursuite de l'allaitement maternel. Et vous pouvez aussi donner du lait que vous avez tiré qui pourra être donné à votre nourrisson en journée. Peut-on allaiter en public? Je dis oui. C'est beau, c'est naturel. Vous pouvez utiliser un petit foulard et justement allaiter en toute discrétion. Combien de temps allaiter son bébé? Eh bien, c'est une question d'ordre personnel, intime et privé. Il n'y a pas de durée proposée. L'OMS préconise un allaitement exclusif
de 6 mois et la poursuite de l'allaitement maternel, même jusqu'à 2 ans, même si l'enfant est diversifié. Alors, vous avez un numéro de téléphone SOS Allaitement, mais ce n'est pas celui-là. Alors, SOS Allaitement, je disais, c'est une plateforme téléphonique gratuite. SOS Allaitement. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont utilisé cette plateforme qui est justement qui est accessible le week-end et en semaine. SOS Allaitement Île-de-France. Je vous mets en partage. Le numéro, c'est le 0 800 800 315. Je vous le mets en discussion. Hop, tout le monde. Alors, de toute façon, il y aura une étiquette SOS Allaitement Île-de-France qui sera accolée dans le carnet de santé qu'on vous donnera à la sortie de la maternité. SOS Allaitement maternel 0800 hop, 0800 800 315. Voilà, et c'est accessible les week-ends, en soirée, ainsi que les jours fériés et en semaine. Eh bien, sur ce, est-ce qu'il y a des questions concernant justement cette proposition d'accompagnement à l'allaitement maternel? S'il n'y a pas de questions, je voudrais qu'on parle, juste avant de terminer, de l'allaitement mixte. C'est-à-dire, je vous ai expliqué au début qu'il y avait l'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire que vous donnez le sein à volonté sans introduction de lait artificiel, mais il y a aussi l'allaitement mixte, c'est-à-dire que vous pouvez à n'importe quel moment proposer un lait artificiel, c'est-à-dire un lait donc, où il y écrit numéro 1, donc de 0 à 6 mois. D'accord? Et vous pouvez faire donc, des biberons donc, de lait artificiel en plus de l'allaitement maternel. Voilà, ça peut être aussi une proposition pour continuer cet allaitement maternel pendant en fait quelques mois supplémentaires. En tout cas, je le répète encore, l'allaitement maternel est un choix éclairé. Vous n'êtes pas seul, vous avez des professionnels de la santé et spécialisés en allaitement maternel et surtout, faites-vous confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté sur justement ce sujet qui est l'allaitement maternel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour ces informations extrêmement riches. Alors, il y a Caroline qui a mis, ou pas encore, je crois, qui va mettre des informations sur la petite enfance dans le 14e dans le chat. Donc, mesdames et monsieur, je pense qu'il y a monsieur, avant de partir, n'hésitez pas à regarder. Et je voulais juste aussi, avant de terminer, et de remercier à nouveau notre intervenante, j'espère que vous allez revenir dans l'année scolaire. Oui, je Euh, reviens. super. Et en duo, je crois, c'est ça? Oui, oui, En tout à tout cas, fait. on se retrouvera le 18 octobre, donc à la même heure, je crois. Donc pour la suite, on va dire, je dirais, de la thématique d'aujourd'hui, puisque le prochain thème sera sur préparer la diversification alimentaire du jeune enfant. Le 15 novembre 2023, encore la suite, j'allais dire, l'alimentation de l'enfant de 1 à 3 ans. Et enfin, le 13 décembre, avant Noël, donc le sommeil aussi de l'enfant de 0 à 3 ans, qui est aussi un autre gros sujet qui occupe évidemment beaucoup l'esprit des parents que nous sommes. Donc, Caroline a mis les informations. Donc, n'oubliez pas de faire parler de ces conférences-là. Vous pouvez évidemment revoir tout cela sur YouTube, le compte de la mairie, de manière extrêmement tranquille. Vous avancez, vous reculez. Comme ça, bon, même si Marilyn a été extrêmement pédagogique, comme d'habitude, un grand merci en tout cas. Et bah, bon après-midi et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.